Sur la carte du monde, il manque un continent. Il est fait de serveurs, de câbles et d'interactions virtuelles. C'est un continent invisible et pourtant, c'est ici que nous vivons désormais. Aujourd'hui pour Underscore, je vous emmène dans le monde étrange des creepypastas. Allô ? Le 16 avril 2009, un utilisateur dénommé CreepyBlog met en ligne une étrange vidéo appelée « I Feel Fantastic ». 12 ans après, c'est toujours la seule vidéo publiée sur la chaîne. Mais le pouvoir de fascination qu'elle exerce sur moi est intact. Que dire de ce visage figé, pâle comme de la cire, qui chantonne une comptine robotique sans âme, sinon qu'elle est toute droit sortie de la vallée dérangeante. Et derrière le mannequin, cette fenêtre qui donne sur la nuit noire n'arrange rien à l'ambiance. Est-ce la vidéo d'un maniaque sorti tout droit d'un thriller? Ou bien les traces d'un quelconque jeu de piste alambiqué? La description de la vidéo est plutôt cryptique et évoque le mythe de Pygmalion, l'histoire d'un sculpteur qui taille dans le marbre la femme parfaite et en tombe amoureux, jusqu'à ce que la déesse Aphrodite prenne pitié de lui et donne vie à la statue inanimée. À partir de cette vidéo, de nombreuses théories vont émerger sur la toile, et avec elle, un florilège de légendes urbaines. L'auteur de la vidéo aurait tué sa femme et en aurait fabriqué une réplique automate. Et lorsqu'il zoome sur cette portion de terre à l'orée d'une forêt, c'est sans doute pour montrer où est enterré le corps. La vérité derrière cette vidéo est moins horrifique. Ce sont des tests filmés d'androïdes chantants, créés par John Bergeron. On en trouve la trace sur un site appelé Android Music Videos. John avait pour but de créer un numéro avec ses robots mélomanes et de se faire un peu d'argent, en sillonnant avec eux les routes et les foires. Comme son projet est tombé à l'eau, et puisqu'il n'a jamais donné de nouvelles, le fameux CreepyBlog a mis en ligne la vidéo, menti sur le contexte de son origine, puis a ajouté la légende sur Pygmalion. Mais les histoires autour de I Feel Fantastic ne sont qu'une goutte d'eau dans un océan d'histoires similaires.
En effet, à peine 2 ans plus tôt, vient de se créer un nouveau genre, la creepypasta. Pour comprendre le mot valise qu'est creepypasta, il faut d'abord définir celui de copypasta. Ce terme d'argot internet désigne les blocs de texte envoyés à la chaîne sur des forums, par mail ou sur des réseaux sociaux par le procédé du copier-coller. En anglais, copy and paste, d'où sa contraction copypasta. C'est de cet ADN que vont naître les creepy, effrayantes donc, pasta. Ce sont souvent des histoires malsaines et terrifiantes destinées à faire frémir le lecteur derrière son écran. Les creepypastas sont en quelque sorte la version modernisée des histoires d'horreur qu'on se racontait adolescent dans l'obscurité d'un dortoir ou autour d'un feu en forêt. Elles sont la renaissance à l'heure d'Internet des récits populaires et folkloriques d'antan, mais qui se seraient adaptés à notre évolution technologique. Quelques années après que la caméra DV se soit popularisée dans les foyers, des dizaines de films empruntant le style du found footage ont fleuri dans des vidéoclubs. Cette nouvelle technologie a permis d'introduire une nouvelle façon de raconter des histoires, usant d'un ultra-réalisme qui facilite la suspension d'incrédulité, au point de vous demander parfois si ce que vous regardez est réel. Le fameux film Blair Witch, qui lancera cette mode, avait joué un temps la carte du mensonge, introduisant son film par un panneau prévenant que tout ce que nous allions voir était réel. Les creepypastas ont ceci de commun avec le found footage de jouer sur le réalisme et d'avoir été créés grâce à une nouvelle technologie. Ici, le World Wide Web, cette toile obscure qui recouvre le monde entier. Et nous n'avons pas idée des horreurs qui s'y cachent. La première occurrence du terme creepypasta semble remonter à 2007, sur une page du forum 4chan. Sur le fil de discussion, tout le monde s'amuse à relater sa propre petite légende urbaine, avec tout le sérieux nécessaire pour intriguer le lectorat. Certaines sont grotesques, mal écrites, d'autres plus crédibles, mais toutes ont un certain charme, comme par exemple celle-ci. Il y a un homme au Texas qui ne fait rien d'autre que de conduire dans les zones rurales pour cacher des aiguilles dans des bottes de foin. Le principe d'une creepypasta est simple, créer un faux témoignage et le diffuser anonymement dans un espace numérique, propice par nature à la viralité. Ces histoires vivent parce qu'on les propage, comme des rumeurs. Elles forment un genre à part entière qui va se perfectionner jusqu'à donner des histoires aux formes nouvelles, modernisant singulièrement les façons de se faire peur. Et c'est dans des forums, à partir de photos, de vidéos ou de simples témoignages, que vont émerger les plus terrifiants motifs de la culture internet underground. Une des caractéristiques quasi immuables des creepypastas est l'emploi de la première personne pour les raconter. On suit toujours un témoignage quasi direct. Ce récit de première main accentue mécaniquement l'immersion du lecteur. Car l'horreur est plus puissante quand elle passe par le filtre de l'expérience personnelle. D'ailleurs, les titres des creepypastas sont parfois très clairs sur la dimension directe des témoignages. J'ai trouvé une cassette sur la plage il y a quelques semaines. Je suis sauveteur pour l'Office national des forêts. J'ai des histoires à raconter. Le rêve que je n'oublierai jamais. D'autres titres semblent plus farfelus, mais sont pourtant très sérieux dans leur façon de rapporter le témoignage. Satan m'a proposé un emploi. J'ai accepté. J'ai rencontré la faucheuse et elle m'a donné un conseil vital. Je pense que mon téléphone me veut du mal. D'une façon similaire à la littérature, on est suspendu aux lèvres d'un narrateur interne et on est seul à l'écouter, soumis aux folies qu'il déroule. Et c'est là que se situe le cœur de la mécanique horrifique de ces récits. Par définition, on découvre une creepypasta assis devant son ordinateur ou bien sur son portable au fond de son lit. Le moment où l'on découvre une histoire joue grandement sur la terreur qu'elle suscite. Et ce contexte de réception particulier est parfois utilisé par les auteurs pour créer du malaise, certains n'hésitant pas à briser le 4e mur. On citera par exemple The Frequency, qui parle d'un son dont la fréquence rendrait fou. La nouvelle conclut sur le fait que ce bruit est exactement celui que fait notre ordinateur, laissant ainsi le lecteur dans le malaise, alors qu'il entend lui-même ce son au moment précis où il finit la nouvelle. La mise en abîme est poussée à son paroxysme dans la creepypasta Wake Up. Elle se présente sous la forme d'une feuille de papier qui dit à peu près ceci. Les personnes ayant vécu un jour une agression se réfugient dans un monde parallèle exactement semblable, mais dans lequel le drame n'aurait pas eu lieu. La seule trace qu'on garderait de ce traumatisme serait cette feuille de papier, avec ce même texte marqué dessus. Ainsi, si vous êtes en train de lire cette feuille, c'est que vous avez vous aussi enfoui un trauma passé. On lit une creepypasta la nuit généralement, un peu fatigué, alors que notre esprit critique est somnolent. Et si elles sont bien souvent grotesques et irréalistes, elles parviennent malgré tout à nous tenir en haleine, tant elles convoquent des peurs universelles et ancestrales. Surtout quand ces histoires traitent d'entités qui guettent dans la nuit pour vous tuer. Le bestiaire fantastique des creepypastas s'est adapté aux peurs les plus modernes. On est bien loin des monstres universels qui paraissent aujourd'hui bien sages face à leurs propres enfants.
On sent bien que les slashers, Ring ou encore Blair Witch sont passés par là. L'horreur est ici plus malsaine et insidieuse, plus violente et souvent plus percutante que l'horreur littéraire classique. Ce que l'on perd parfois en style, on le récupère en efficacité. Laughing Jack narre les méfaits d'un clown malfaisant qui se fait passer pour l'ami imaginaire des enfants. L'histoire de Sally Williams se penche quant à elle sur le fantôme d'une petite fille abusée qui sympathise avec les nouveaux enfants occupant sa demeure pour mieux tuer leurs parents. À la manière des contes de fées, les enfants sont dans ces récits le plus souvent des victimes de choix. Difficile d'oublier le mangeur de graines, monstre mystérieux qui chasse les petits humains, puis les dévore pour se nourrir de leur jeunesse. A l'inverse, quand une creepypasta met en scène des enfants, c'est aussi pour en faire une source de terreur. Comme par exemple le jeune Jimmy qui se venge dans la creepypasta Liars des élèves qui ont ravagé son visage à l'acide. Vous croiserez dans ces histoires d'étranges créatures, comme l'homme pastel, qui vous propose de sauver un être cher sur le point de mourir contre la vie d'un autre. Si on trouve parfois des fantômes, des démons ou des cryptides dans les pastas les plus classiques, on suit le plus souvent des méfaits d'entités indéfinissables, qui peuvent prendre des formes inattendues. On pense par exemple à Mr. Wildmouth, sorte de poupée Furby qui pousse les enfants au meurtre, ou encore à l'Ayuwoki, une réplique automate de Michael Jackson qui s'introduit la nuit dans votre chambre. À chaque nouvelle histoire, les monstres changent de nature et d'origine. C'est un festival continu de découvertes plus macabres les unes que les autres. Dans ce bestiaire étonnant, ma préférence personnelle ira à l'effrayante créature qu'on découvre dans The Expressionless. Une patiente est un jour admise dans un hôpital et le personnel soignant est très vite terrifié par son apparence. Son visage et son corps sont ceux d'un mannequin de vitrine en plastique, mais qui serait pourtant vivant, rempli d'organes et d'une inextinguible soif de sang. Dans le trou noir que constitue l'univers des creepypastas, le panthéon monstrueux semble sans fin. La créativité des auteurs est particulièrement rafraîchissante, comparée à un bestiaire de cinéma qui peine aujourd'hui parfois à proposer de nouvelles choses. Toutes ces figures mythiques seront malheureusement un peu anonymisées par la star du genre, qui n'est autre que le Slenderman. Cette squelettique créature sans visage a aujourd'hui quitté le monde de l'underground pour un horizon plus populaire. Après une dizaine de jeux vidéo, un film et tout un univers étendu, le Slenderman possède aujourd'hui sa propre mythologie autonome, comprenant tout un sous-bestiaire fascinant. Les vilains de creepypasta sont souvent des monstres de l'intime, qui plutôt que de nous tuer, préfèrent nous rendre fous. Ils habitent notre maison, notre tête ou notre cœur. Ils ont cette capacité à nous faire glisser vers la folie sans que personne ne le remarque. Un des miracles et des drames d'Internet est que tout le monde peut s'y exprimer, y compris les voix qu'on n'entend pas d'habitude. Le grand réseau favorise par nature le témoignage de gens qui, grâce à l'anonymat, se livrent plus facilement. On peut être seul derrière son écran et s'adresser au monde entier. C'est donc naturellement qu'on trouve des récits de narrateurs isolés, qui partagent avec nous leur descente psychologique aux enfers. Le plus célèbre et le plus effrayant est pour moi le journal de Ted the Caver, l'histoire d'un spéléologue qui explore une certaine Mystery Cave, et qui sombre peu à peu dans la folie après y avoir découvert d'étranges symboles. Ce récit très long et réaliste dans son style a pour particularité d'être agrémenté d'un jeu de photos marquantes, qui illustre si bien la claustrophobie qui transpire du récit, au point qu'une investigation va être menée par les membres d'un forum de spéléologues pour identifier de quelle grotte il s'agit et pour confirmer que le tout n'était bien sûr qu'un canular. Fouiller dans un tel journal, c'est plonger dans l'inconscient de quelqu'un, c'est l'acte de voyeurisme ultime. Y lire la dégradation de la santé mentale d'une personne face à des événements surnaturels crée un suspense et un malaise qui vont crescendo et nous entraînent par le fond à mesure qu'on en tourne les pages. Plus de 2500 creepypastas traitent de près ou de loin de santé mentale, dans un héritage parfaitement Lovecraftien. Une histoire est souvent plus effrayante vue par le prisme d'un esprit cartésien qui capitule face au surnaturel. Beaucoup d'histoires se passent d'ailleurs dans ou autour d'hôpitaux ou d'asiles. Sans surprise, un des moments les plus propices aux visions mentales est tout simplement le fait de rêver. Plus d'1 millier de creepypastas empruntent ce procédé. Dans L'Homme du rêve, le narrateur raconte un rêve récurrent qu'il faisait enfant. Il avait la vision terrifiante d'un vieil homme menaçant caché dans la cave familiale. Une nuit, le cauchemar finit par se matérialiser, et il en réchappe de justesse. Des années plus tard, alors qu'il est devenu père de famille, il découvre un matin que son fils de 5 ans vient de faire exactement le même rêve. Forgotten Dreams défend la théorie que si nous oublions la plupart de nos rêves, c'est parce que nous y voyons des choses interdites. D'autres histoires défendent l'idée que les songes sont un passage vers un autre monde, où des entités multidimensionnelles vous font subir le pire, alors que vous êtes dans l'impuissance du sommeil. Ces théories n'ont pas besoin d'être crédibles pour être fascinantes. Elles explorent parfois des questions qu'on ne se pose jamais, comme par exemple, pourquoi les bébés naissent-ils en hurlant?
Même si des réponses concrètes existent, tout est propice à stimuler notre imaginaire. Et s'ils avaient vu quelque chose d'effrayant avant de venir au monde? Les creepypastas s'entendent souvent pour pervertir le concept de réalité, insinuant qu'elle n'est pas ce qu'elle paraît. Certaines histoires tentent de nous démontrer que cette réalité est déjà écrite et d'autres qu'on pourrait la manipuler. C'est à ces confluents que se trouve Anora Petrova. Cette jeune patineuse artistique tombe un jour sur une page Wikipédia la concernant. Mais la page indique des événements qui ne se sont pas encore produits. Pensant à la modération enamourée d'un fan, Anora découvre que tout se passe à chaque fois comme prévu. Mais un jour, elle voit qu'elle va perdre contre sa rivale et décide de modérer la page elle-même pour changer son destin. Mais en faisant cela, la jeune athlète déclenche une malédiction qui va lui coûter la vie. La distorsion du réel est une thématique constante de ces récits, et elle s'applique en toute logique à des thèmes infiniment variés. L'histoire avec un grand H, l'univers militaire, la nature, les lieux abandonnés, l'aventure spatiale, ou encore la science. C'est dans ce dernier domaine que des pastas légendaires vont naître. La plus célèbre est sans nul doute The Russian Sleep Experiment, qui détaille des expérimentations soviétiques sur la privation de sommeil, où des scientifiques changent de pauvres cobayes humains en créatures sanguinaires. Cette ambition d'être clinique et réaliste dans la narration peut s'épanouir dans des récits pseudo-scientifiques. Comme la science peut potentiellement découvrir des champs qu'on ne connaît pas encore, c'est un moyen idéal de faire croire à la supercherie le plus longtemps possible. C'est dans cette même idée que certaines pastas prennent la forme d'un rapport de police, d'autres d'un échange de mails. On cherche à donner l'illusion du factuel et de l'information brute. L'idée de moisir nos madeleines de Proust, d'insécuriser le havre de notre sacro-sainte nostalgie, c'est l'une des missions principales que s'est fixé le genre. On dénombre moult creepypastas sur les vacances de Noël ou d'Halloween qui se plaisent à camper des histoires diaboliques dans ces périodes de fête et de joie pour les enfants. Tout ce qui est rassurant et par extension lié à l'insouciance de nos jeunes années est une proie de choix pour l'auteur de creepypasta. Si l'objet culturel est un lieu refuge dans lequel on peut aller chercher du réconfort, c'est donc là où la terreur sera la plus grande et la plus insidieuse. Nos séries de jeunesse adorées cachent par exemple des Lost Episodes, des segments non diffusés qui pousseraient les spectateurs au suicide ou délivreraient subliminalement d'atroces secrets. Dans l'épisode Dead Bart, le fils Simpson meurt et tout devient macabre. Squidward Suicide raconte le suicide du personnage de Bob l'éponge après un concert de clarinette raté. Suicide Mouse.avi montre enfin Mickey Mouse dans sa version noir et blanc marcher devant des bâtiments et provoquerait, dit-on, des envies suicidaires chez le spectateur. Mais c'est sans surprise dans le vaste univers des jeux vidéo que vont s'épanouir la majeure partie des récits qui nous intéressent. Spoilers, Pokémon et Zelda, dans leurs différentes versions, sont les deux franchises les plus revisitées par ces récits d'horreur. On pense bien sûr à Ben Drowned et sa cartouche de Majora's Mask hantée par un enfant mort. Les exemples sont nombreux et souvent bien différents dans leur dispositif. Parfois, le jeu possède un niveau caché, d'autres fois c'est un personnage non-joueur qui est porteur d'une malédiction. Mon exemple préféré est sans doute le cas de The Backrooms. Dans l'histoire originelle, on suit un individu se retrouvant coincé dans un angoissant complexe immobilier, condamné à errer jusqu'à la démence dans des pièces qui se répètent à l'identique et à l'infini. Et une dizaine de développeurs se sont proposés d'en livrer leur version vidéoludique. Ce changement de format et de média est fascinant. Il nous permet d'aborder l'histoire par un autre angle, par une autre pratique. Fait intéressant, la creepypasta The Backrooms se basait déjà sur un autre média, une étrange photo trouvée par hasard montrant une moquette et des murs jaunes habillant des pièces vides. La photo est si bizarre qu'elle a inspiré la nouvelle qui elle-même s'est déclinée en jeu vidéo. Ces histoires se sont infiltrées dans tous les interstices de nos créations culturelles. Pour chaque nouvelle technologie, il y aura de nouvelles façons de faire peur. La vraie nouveauté des creepypastas est leur capacité à explorer les territoires de la terreur technologique. Une grande partie de notre existence est aujourd'hui virtuelle et passe par des dizaines d'interfaces dans lesquelles nous avons fait notre nid avec plus ou moins de confort, de succès. Mais ces milliers de nids sont posés sur des branches qui forment un arbre infini dont nous ne connaissons quasiment rien. Tous ces outils que nous peinons parfois à apprivoiser sont-ils si sécures que cela? Veulent-ils seulement notre bien? Si l'âge d'or créatif des creepypastas peut sembler révolu, le genre est encore bien vivace. Ces récits ont certes changé de forme et de territoire, mais ils sont toujours là, y compris en France, avec des chaînes se consacrant presque entièrement à ces histoires. On trouve même sur YouTube des chaînes qui diffusent des lectures de creepypasta 24 heures par jour et 7 jours sur 7. On trouve de tout sur Internet, le meilleur comme le pire. Et l'humain semble connaître peu de limites dans la déviance. Parfois grand guignolesques, ces histoires capitalisent sur le choc et le malsain.
profitant justement de cette idée qu'on trouve de tout sur la toile et surtout que n'importe qui, même nous, peut tomber dessus. Les creepypastas sont un laboratoire narratif expérimental du récit d'horreur moderne. Elles tissent de nouvelles peurs contemporaines. Et que cela puisse servir d'avertissement, ces creepypastas ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Ce sont souvent des histoires de meurtres, de suicides ou de chutes dans la folie. Ces récits entrent en nous par la porte de l'imagination et de la psyché et sont curieusement plus difficiles à mettre à distance de notre crédulité qu'un film d'horreur par exemple. Elles continuent à résonner en nous, bien après la lecture. Ces récits servent à imager nos angoisses, à en évacuer les différents dangers. Les légendes ont toujours eu pour fonction cachée de transmettre une morale, en prenant des atours métaphoriques et symboliques. Le fond des histoires d'horreur est d'ailleurs quasiment le même depuis la nuit des temps, c'est la forme qui change et s'actualise, intégrant de nouveaux paramètres à ces récits, incluant peu à peu les nouvelles menaces de ce monde et évacuant celles qui ne sont plus à la mode. Rien d'étonnant donc à ce que notre existence informatique soit devenue le nouveau terrain de la peur. C'est notre agora, notre place publique. C'est là où nous vivrons majoritairement désormais. Et si l'écran est la version moderne du feu de camp des tribus préhistoriques, j'aime à penser que les creepypastas servent à nous mettre en garde face aux dangers féroces qui guettent dans la nuit numérique.